quand t'es un mec, tu dois être fort, faut pas être trop sensible. T'as une pression qui peut peser sur tes épaules, tu vois. Aujourd'hui, les jeunes, on a peur de l'engagement, Ouais. on a peur du conflit, on a peur de la rupture amoureuse, de la trahison, de plein de choses. J'ai commencé à être déprimé, à devenir dépressif, j'ai commencé à avoir des anxiétés. Yo les frérots, bienvenue dans On parle de tout. On est en direct de Bali avec une nouvelle personnalité que j'ai rencontrée il y a tout juste 30 minutes. Chris, ça va ou quoi? Salut Joe, très bien et toi? Ouais, super bien, enchanté. Content d'être là avec toi. Bah, également. Je l'ai déjà expliqué au dernier invité, je te le redis. Moi, je suis à Bali pendant 3 petits mois. Et je me suis dit, Joe, t'es pas comme à Paris pour interviewer tout type de personnes, etc. Là, tu te concentres sur la qualité. T'es seulement la troisième personne que j'interviewe. Le but, c'était de trouver par le bouche et oreille des personnes qui avaient un vécu intéressant, un vécu poignant et un beau message à donner à la jeunesse. Top. Je te remercie de m'avoir invité et je remercie à Chris qui m'a passé aussi l'invite. Et avant de te présenter, moi, je vais dire un peu ce que je sais de toi. Ok. Chris m'a dit, Joe, tu vas voir, il y a un vécu niveau santé mentale qui vaut le détour. Il y a une belle épreuve de vie reliée, on va voir, à peut-être un vécu dépressif, peut-être au monde du sport, peut-être Ouais. à plein de belles choses. Je lui ai demandé de surtout pas creuser. Et toi, comment tu te présenterais pour tous ceux qui nous regardent? Alors moi je me présenterai en tant que coach pour les hommes justement. Aujourd'hui j'accompagne beaucoup les hommes à travers des mentorats, des coachings, mais aussi des cercles d'hommes, donc des retraites masculines où on se retrouve, où je vais venir faire travailler les hommes sur leur masculinité, sur leurs blessures, sur leurs traumas, sur aussi tous les fardeaux émotionnels qu'ils peuvent avoir à l'intérieur d'eux, qu'ils ont du mal on va dire à évacuer, et aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi, et sur cette capacité qu'on a en tant qu'homme à aller puiser dans nos ressources quand on a envie de mettre en place des choses dans notre vie, tu vois, et que ça soit au niveau professionnel ou que ça soit aussi au niveau de la relation de couple. Ah, magnifique. D'ailleurs, pour tous ceux qui seraient intéressés, je vais mettre tous tes liens en description. Je te Parce que remercie. ça a l'air hyper cool. Oh là Je là. te remercie. Et si tu es parti sur cette thématique, est-ce que c'est peut-être que toi aussi, dans ton vécu, tu as rencontré des belles épreuves? Complètement. Alors moi j'ai eu pas mal d'épreuves. Si je vais te faire un historique très rapide, comme ça donne du contexte. Avant j'étais dans l'expertise comptable à KPMG à Lyon, donc je faisais des trucs très différents. Puis j'ai eu la possibilité en fait de partir vivre à l'étranger, notamment en Australie. Et le voyage m'a beaucoup ouvert. Et à ce moment-là, je me suis lancé un petit peu dans tout ce qui était fitness, bien-être. J'étais content parce que j'étais passionné. Mais en tant qu'homme, dans mon chemin, il y avait des problématiques, notamment au niveau de mon couple, au niveau de l'intimité. J'étais avec une femme que j'aimais énormément. Je suis toujours avec elle aujourd'hui. Et en fait, c'est venu mettre en perspective des insécurités que j'avais. Comme par exemple la peur de l'engagement, la peur de plus me sentir libre, la capacité à se projeter en me disant est-ce que je vais arriver à faire ma vie avec cette personne. Et c'est venu mettre en lumière plein d'insécurités qui avaient été parfois balayées par la figure paternelle ou par ton bagage familial. Et il y a eu cette volonté au bout d'un moment de me dire mais en fait en tant qu'homme je vais avoir besoin de creuser sur ça, je vais avoir besoin d'aller déconstruire certaines choses parce que j'ai pas mal de conditionnements et la société nous donne beaucoup de conditionnements. Puis quand tu es un mec, souvent tu dois être fort, faut pas être trop sensible, faut que tu prennes ta place. Donc tu as une pression qui peut peser sur tes épaules, tu vois. Et il y a ce moment où en fait je me suis dit j'ai besoin d'aller comprendre mon fonctionnement, j'ai besoin de savoir un petit peu qui je suis et j'ai besoin de trouver aussi une façon de m'exprimer, de m'expérimenter, de m'affirmer, tu vois, dans ma relation de couple et dans mon quotidien. Et ça a été vraiment la première épreuve pour moi et c'est vraiment mon couple qui est venu me challenger parce que j'ai eu la chance d'avoir une partenaire qui a bougé très vite et qui au bout d'un moment m'a dit l'archétype de l'homme enfant, c'est gentil, ça va 2 secondes dans le couple, mais il y a un moment, j'ai envie d'avoir un homme qui est engagé, qui s'investit vraiment, tu vois, avec moi. Et là, ça m'a mis un peu un ultimatum et je me suis dit, ok, je tiens vraiment à cette personne, je l'aime vraiment, j'aime cette relation et je vais faire en sorte de pouvoir progresser, tu vois. Et là, ça a été vraiment le début du chemin. C'est génial que tu parles d'amour comme ça et que directement tu le relis un peu à ton vécu. Parce que moi, je trouve que l'amour a un énorme lien avec la santé mentale, Complètement. même le business d'ailleurs. Ouais, On va en parler juste après, l'amour. D'abord, je vais creuser un peu sur ta santé mentale. Ensuite, tu vas me parler de ta partenaire et de toi aujourd'hui. ok. Combien de temps que tu es en couple? 8 ans, 8 ans. bientôt 9 ans. Ah là là, on va creuser ça. Avant, moi, je trouve que j'adore apprendre à connaître une personne à travers, on va dire, ces 2, 3 plus belles épreuves de santé mentale. Moi, je veux clairement savoir c'est quoi l'épreuve de ta vie qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus enseigné sur toi-même, quoi. C'est cette période-là où tu vois j'étais dans les compétitions de fitness, donc je préparais des compétitions et qui dit fitness dit parfois prise de produits dopants pour être compétitif. Et à ce moment-là j'étais assez influençable, manque d'estime de moi. J'avais besoin de construire une forme d'armure, passer pour un homme aussi fort et viril. Et dans mon prisme d'avant, la virilité c'était un petit peu des muscles, tu vois, c'était le fait d'être imposant physiquement. Et donc pendant 2 ans j'ai pris des produits dopants, j'ai fait des compétitions, j'ai eu des super classements. Sauf qu'il y a un moment, ça m'a rattrapé et j'ai vu que c'était pas non plus aligné avec la vision de la vie que j'avais envie d'avoir, la vision de la santé, tu vois, notamment physique et mentale. Et là où moi je me suis fait vraiment taper, c'est pas tant sur l'aspect physique avec les effets secondaires, parce que j'en avais quasiment pas, pour ainsi dire, mais ça a été sur l'aspect mental, où j'ai commencé à être déprimé, à devenir dépressif, où j'ai commencé à avoir des anxiétés, où j'ai commencé aussi à être dur dans ma relation de couple avec ma partenaire, parce que j'étais très rigide, très rythmé, tu vois, par ce rythme de vie, parce que quand tu es en mode bodybuilding, en fait,
tu es hyper chronométré sur tout, et puis tu deviens un petit peu associable, et c'est un peu compliqué, tu vois, de vivre avec toi. Et ce qui a été le plus dur, en fait, pour moi, c'est quand j'ai décidé, en fait, d'arrêter et de me dire, j'ai vraiment envie de passer à autre chose, j'ai vraiment envie d'autre chose pour moi, tout simplement, et pour ma santé. Et en fait, j'ai eu une sorte de perte d'identité. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, j'avais construit une identité autour d'un mec qui était hyper musclé, qui était selon lui très viril. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Donc, perte de motivation, perte d'appétit, perte de libido, parce que tu as des effets secondaires. Et il y a eu vraiment ce moment où, en fait, je me levais tous les matins, je prenais mon téléphone et je me regardais, je me disais, non, mais avant, j'étais très musclé. Mais tu as vu comment j'étais, c'est compliqué pendant. Et ça a duré 2 ans. Et donc, mentalement, j'étais vraiment au fond, tu vois. J'étais au fond, je m'en voulais. Et en même temps, je savais que c'était un passage qui était nécessaire pour pouvoir décrocher de ça et pour pouvoir développer une nouvelle vision, une nouvelle philosophie de la vie qui me conviendrait mieux, qui serait plus alignée avec moi. Putain, mais c'est ouf, gros. Bon, moi, la musculation, je connais un peu, même si on dirait pas trop. Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que tu me dis que tu avais atteint un très bon niveau physiquement. Ouais, D'ailleurs, si tu peux partager quelques photos, je les mettrai avec grand ouais, avec plaisir. plaisir. Qu'est-ce qui t'a poussé de te dire, ok, là, je suis déjà au top physiquement? C'est quoi le déclic qui te dit, je vais tester les produits dopants? Est-ce que c'est l'influence? Est-ce que c'est toi? Il y a une influence dans le monde du fitness. Alors, moi, je te dis ça, ça fait maintenant 10 ans, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux, avec la nouvelle génération, c'est encore plus courant, tu vois. Donc, je pense que les jeunes sont encore plus soumis à ça. Et moi, il y a ce moment où bah, il y a une influence. Ça fait 5 ans que je m'entraîne, j'atteins un plateau et je vois mes amis de salle qui commencent à en prendre et qui me disent c'est incroyable, je récupère très vite, je pousse beaucoup plus, puis j'ai envie de faire de la compétition. Et comme je suis hyper passionné par ça, je me dis bah vas-y, pourquoi pas, tu vois, je teste. Et première utilisation, résultat incroyable. Tu dors pas beaucoup, tu t'entraînes 2 fois, tu pousses beaucoup plus Ah ouais. et tu te dis bah en fait c'est magique. Sauf que tu vois aussi que derrière cette pièce de monnaie, il y a une autre facette qui alors te coûte financièrement, qui te coûte aussi parfois en effet secondaire, tu vois, physique, mais qui te coûte surtout, je dirais mentalement en fait, parce que tu chamboules tellement tes hormones, et puis quand tu le fais, faut que tu fasses ça bien, parce qu'il y a en fait, il y a plein de protocoles à faire, et le problème c'est quand on le fait nous dans le monde du fitness, souvent on le fait de manière très amateur, on n'est pas vraiment tu sais, des grands compétiteurs qui font ça à top niveau, Ouais. donc on le fait un peu par nos propres moyens, et parfois on se retrouve à faire des trucs qui sont pas bons en fait, tu vois, et à complètement bousiller aussi la chimie du cerveau avec les neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, donc tu vois, c'est là où en fait tu peux vite te faire avoir, et c'est là où moi je me suis rendu compte que ça pouvait être très néfaste pour moi. Et en même temps je me suis dit mais est-ce que je me projette dans cette vie, parce qu'en fait une fois que tu mets le doigt dedans, bah, si tu veux continuer à être compétitif, c'est toujours plus, il faut continuer. Et est-ce que je vais prendre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans des produits dopants, où au bout d'un moment ça va altérer mes fonctions, ça va altérer sûrement certains de mes organes, et est-ce que j'arrive à me projeter? Et en fait j'arrivais pas à me projeter, tu vois, je me suis dit en fait il faut que je stoppe avec ça. C'est trop bien que tu en parles parce que moi je suis beaucoup de youtubeurs fitness et c'est vrai qu'il y en a très peu qui osent en parler, en Ouais. tout cas en parlant d'eux-mêmes. Est-ce que je peux savoir, toi, au début quand tu as débuté les produits dopants, tu me dis qu'il y a eu donc un plein fort, enfin voilà, tu te sens boosté, tu Ouais. récupères plus vite. Et c'est quand que tu as ressenti les premiers effets négatifs? Premiers effets négatifs, c'était en fin de cure. En fait, quand tu arrêtes ta cure, tu es censé faire ce qu'on appelle une relance, sauf que tu fais ta relance, mais tu sens que tes fonctions, notamment au niveau de ta libido, tu as un gros manque de libido en fonction des produits que tu as pris. Et je voyais que tu vois, j'avais plus d'appétit, je manquais d'agressivité, d'agressivité. Je manquais de fougue à l'entraînement, tu vois, j'avais perdu en agressivité. Et surtout, ben, en fait, je remarquais que je perdais mes gains relativement vite, tu vois. Parce qu'au début, quand tu fais, tu prends surtout des trucs pour de la masse, pour faire du volume, tu prends pas forcément des choses de qualité. Et en fait, au bout de allez, 4 semaines, 8 semaines d'arrêt, tu sens que tu perds assez vite et tu te dis, mais en fait, il faut que je reprenne, tu vois, pour vite remonter et faire plus. Et donc là, tu sens que en fait, il y a vraiment comme un yo-yo, et ça a un effet pervers parce qu'en fait, c'est toujours finalement la course à faut que j'en prenne pour en faire plus, parce que si j'arrête, bah, je vais être moins compétitif, je vais perdre, je me sens moins bien dans mon corps parce que je suis en train de créer une identité d'un mec qui est fort. Donc tu vois, tu te fais complètement avoir en fait. Et comment réagissait ton entourage quand ils te voyaient? Parce que je pense peut-être que tu essaies de le cacher, on est des mecs, on est humains. Comment réagissait ton entourage quand ils te voyaient dans le mal-être? Alors tu vois, par rapport, en tout cas moi quand j'étais avec bah, les copains de salle, c'était complètement assumé parce que bah, on était tous dedans. Avec la famille, c'était pas assumé. Je n'avais pas tendance à le dire parce que bah, t'en es pas fier. T'as un petit peu honte finalement de, tu sais, il y a cette image de t'es chez toi, t'es dans tes toilettes, et t'es en train de te mettre une seringue dans le fessier pour t'envoyer du sustanon, du déca, bref un stéroïde. C'est pas glorieux en fait. Et tu sais que tu es en train de faire un truc qui en plus qui peut te coûter pour ta santé. Donc c'est pas le genre de truc que tu as envie d'étaler. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu as beaucoup de jeunes qui sont dedans mais qui veulent pas non plus en parler. Et je pense que tu vois, c'est important de créer l'espace et de pouvoir en parler. C'est pour ça que j'avais fait un épisode de podcast pour ça, pour sensibiliser les gens par rapport à ça. Et en fait, par rapport à mon entourage,
Bah, si tu veux, moi, je l'ai conservé pendant longtemps. Il y avait que ma partenaire, donc Chloé, quand je me suis mis avec elle, où j'étais un petit peu en fin de période, qui l'a su et qui au début l'a toléré parce qu'elle connaissait pas forcément, mais quand elle m'a vu, on va dire, déprimé, dépressif, anxieux, très dur avec moi-même et très dur avec elle, il y a ce moment, elle m'a dit, mais en fait, c'est simple, c'est soit tu t'arrêtes ce que tu es en train de faire parce que c'est mauvais pour toi et c'est mauvais pour nous, ou soit en fait, on arrête tout simplement la relation. Tu as évoqué le mot anxiété, tu vois, nous on parle beaucoup de Ouais. dépression, anxiété, que des sujets joyeux ici. Comment tu définirais ton anxiété à toi et c'était quoi vraiment le symptôme qui t'a marqué où tu dis wow, ça je veux plus jamais. C'est très bien que tu en parles parce qu'en fait, pour moi, ça a été. Je suis en train de développer une carapace d'un mec énorme. Je te mettrai des images. Je faisais 90 kilos sec à 6%. Donc, c'est Oh. vraiment massif. Tu vois, là, aujourd'hui, j'en fais peut-être 82 à 14%, un truc normal. Et en fait, plus je développais cette carapace, et plus ça me permettait de voir qu'en fait, au fond de moi, j'avais pas confiance en moi, en fait, tu vois, et que je manquais d'estime de moi, que j'avais toujours du mal à prendre ma place. Je voyais quand je sortais avec des amis qui prenaient pas forcément soin d'eux, qui étaient un petit peu plus extravertis, qui allaient à fond, tu vois, par exemple, aller voir des femmes ou des mecs pour leur parler. Moi, j'étais pas à l'aise du tout, et ça pointait encore plus ça du doigt, où j'avais l'impression que tout ce que je faisais, en fait, bah, c'était pas que c'était pas pour une bonne raison, mais que ça pointait du doigt à quel point j'étais pas bien à l'intérieur de moi, qu'il y avait une forme de mal-être et que j'avais besoin de combler ça avec une forme de surface, tu vois. Et c'est là où ça a commencé à créer une forme d'anxiété, où je me suis dit, mais en fait, tu vois, j'ai des gros problèmes de manque d'estime de moi, mais c'est pas en faisant du bodybuilding à outrance que je vais traiter ça, mais ça sera plus avec des activités comme de la thérapie ou de l'accompagnement ou le fait d'avoir un espace pour pouvoir parler de ce qui me, de ce mal-être, tu vois, que j'ai au fond de moi, qui va me permettre de libérer ça, de pouvoir l'extérioriser et trouver des solutions alternatives beaucoup plus saines. Et ouais, putain, c'est trop bien que tu en parles. Et si il y a un jeune qui nous regarde alors qu'il est dans une situation similaire, pas Ouais. forcément mal-être avec le sport, mais qui a ce manque de confiance en lui et qui veut le combler autrement, et qui voit que ça devient négatif, tu vois, comme c'est Ouais. genre, ça serait quoi la première étape pour justement renforcer cette estime de soi? Je pense que la première étape, tu vois, c'est vraiment pouvoir reconnaître ce manque d'estime de soi, cette souffrance qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et c'est déjà de ne pas se juger pour ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est hyper commun chez les hommes et chez les femmes. On passe tous par ça à un moment de notre vie. Et c'est en fait juste tout à fait normal. Et c'est une ouverture, c'est une possibilité de venir travailler sur ça. Mais je pense que pouvoir l'expliciter, en parler avec les gens, tu vois, trouver les bonnes personnes qui nous inspirent aussi, mais qui ont des valeurs avec lesquelles on se sent aligné, tu vois, où on sent que ça va être positif et que ça va être porteur pour nous. Je pense que c'est une bonne chose, tu vois, pouvoir en parler et se mettre avec des personnes qui vont aussi pouvoir nous aider, qui vont être un vrai soutien et qui vont pas être une influence comme moi je l'ai eu avec le body, de prendre des produits, tu vas voir, tu vas être un mal alpha, ça va être génial, tu vas être super fort, c'est comme ça que ça doit se construire un mec, alors qu'en fait ça te dessert complètement. Ouais. Pouvoir en parler, tu l'as dit, c'est le meilleur médicament du Ouais. monde, moi je trouve la parole. Toi, c'est qui la personne où tu dis, ouf, là ça me fait tellement du bien de pouvoir lui en parler? Je pense que ma partenaire. Ouais. Et tu sais, en fait, c'est ça que j'aime avec le couple, c'est que c'est là où tu as le niveau d'intimité le plus profond, en fait. C'est là où tu es le plus aussi vulnérable, le plus à nu, on te voit pour qui tu es. Et parfois, pour les mecs, c'est pas évident d'être cet homme sensible ou vulnérable dans le couple, parce que en fonction du conditionnement que tu as eu, des fois, tu verrouilles un peu cette sensibilité. Et en même temps, c'est là où tu peux aller tellement en profondeur et montrer aussi qui tu es et être accepté aussi pour qui tu es, Mm. que c'est hyper libérateur, en fait. Ah, t'as commencé à parler de l'amour. Je vais venir dans une petite minute. En fait, il parle tellement bien. Eh, écoute-moi, il parle tellement bien, gros. T'as une voix de radio. Je te remercie. Juste avant de parler de l'amour, je sais que ton sujet, voilà, tu parles très bien de l'homme. Il y aurait Ouais. 1000 questions, mais on n'a pas le temps. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et j'ai tourné un court-métrage là à Bali, c'était un rêve de parler de ça, de la vulnérabilité des mecs. Ouais. En quelques mots, à ta manière, tu dirais pourquoi nous, on a tellement peur d'être vulnérable. Est-ce que tu aurais un petit conseil là-dessus qui pourrait faire du bien aux mecs de dire, wow, finalement, je peux parler, quoi. Ouais, mais carrément. En fait, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, les hommes, on a des modes de fonctionnement très différents des femmes. Par exemple, les femmes, elles ont des communications beaucoup plus verbales. Nous, des fois, ça va être beaucoup plus dans le non-verbal. Et pour le coup, on a l'impression que notre sensibilité ou notre vulnérabilité, elle n'est pas forcément exprimée. C'est juste qu'on a notre façon à nous de l'exprimer. Mais c'est vrai que ça peut être verrouillé par exemple, je te donne un exemple concret. Si tu as grandi avec un père et une fratrie hyper compétitive, très autoritaire, cette vulnérabilité, elle n'est pas reconnue, elle est enfermée, tu ne te permets pas de l'exprimer et tu vois ça comme une forme de faiblesse. Donc c'est vrai que déjà à ce niveau-là, il y a sûrement un truc à déconstruire, se réapproprier cette vulnérabilité et l'avoir plus comme une qualité, une force qui permet de créer de l'intimité, qui permet de créer une forme d'empathie, mais qui permet de s'exprimer, tu vois. Et c'est se dire qu'en fait, cette vulnérabilité ou cette sensibilité, c'est une force et c'est aussi une extension de nous, ça nous permet d'exprimer qui on est, tu vois, et d'exprimer nos plus belles facettes, nos plus belles couleurs et ce qu'on aime de la vie, tu vois. Et c'est vrai que c'est un sujet, moi, ça a été un sujet un peu compliqué parce que être vulnérable face à un homme et par exemple même pleurer face à un homme, j'ai toujours pensé que c'est être faible ou être inférieur, alors que pas du tout, parce que quand tu le fais, tu permets de donner l'espace à l'autre homme d'en faire d'autant, parce que derrière chaque homme, il y a un homme sensible.
Ouais. La sensibilité, tu sais, c'est un trait de caractère, un trait de qualité humain en fait. C'est juste que parfois tu vois un mec qui va te paraître peut-être hyper alpha ou hyper dur. C'est juste qu'il a une carapace parce que c'est un mécanisme de protection, parce qu'il a peut-être grandi, je sais pas, dans la street ou dans un environnement très compliqué et il n'avait pas le choix. Il devait avoir cette carapace pour pouvoir survivre. Donc maintenant, c'est comment il se réapproprie cette vulnérabilité. Mais c'est toujours penser que finalement, derrière cet homme, il y a quelqu'un de sensible. Et moi, ma façon aujourd'hui de faire, c'est de sensibiliser par ma vulnérabilité, ma sensibilité, sans tomber dans une énergie de victimisation parce que c'est hyper insécurisant, tout en étant responsable et tout en explorant en fait les autres aspects du challenger, du mec qui se dépasse et en montrant qu'en fait on peut avoir cet équilibre. Je peux être sensible et fort, je peux être vulnérable et challenger à fond. Ouais. Bah, là, la manière, vous me dites si vous êtes d'accord, mais la manière dont tu as parlé de ton épreuve tout à l'heure, au sujet du dopage, bah ouais, c'était plus comme quelqu'un qui, ok, j'ai fait cette erreur, j'en parle avec fierté, j'en parle avec honneur, et je vous donne même un conseil qui peut être utile. Il y a rien de victime, C'est ça. c'est ça? En fait, tu as le choix de dire bah, je m'en victimise et je me lamente et je reste dans ce problème d'identité parce que je regarde toujours l'ancien Chris, ou finalement, bon, j'ai vécu une période assez sombre, assez difficile, mais aujourd'hui je peux la transposer, ça m'a permis d'apprendre des choses et ça m'a permis aussi peut-être d'aider des personnes en retour qui sur la courbe se trouvent peut-être à N-1 ou N-2 de cette épreuve et qui auraient besoin d'entendre cette parole, tu vois. Ouais, gros. On va parler d'amour un peu. Let's On go. parle beaucoup d'amour ici parce que au début, je me suis dit, waouh, la santé mentale, Joe, ça te touche trop, tu vas parler que de santé mentale. Et je me suis rendu compte que chez les jeunes et chez tous les humains, l'amour régnait beaucoup autour de la santé mentale. Toi, aujourd'hui, tu es en couple depuis 8 ans, bientôt 9, Ouais, avec une jeune demoiselle, peut-être certains vont la reconnaître, Chloé Bloom, des ouais. réseaux. Déjà, c'est quoi? C'est comment la rencontre? La rencontre, alors, waouh, ça, tu vois, ça date, c'est via Instagram. C'est moi qui lui mets un message. À cette époque, j'étais vraiment le comptable, donc je lui mets un message assez froid, assez rationnel. T'étais J'aime son bien. comptable? Ouais, j'étais dans la Voilà, compta, tu vois, donc rien à voir. Et je lui mets vraiment un message. J'aime bien ton profil. Elle était déjà un petit peu dans tout ce qui était fitness, tu vois, bien-être. Et je lui mets vraiment un truc hyper gentil. Puis finalement, on finit par échanger pendant 2 3 mois sur Instagram. Et puis un beau jour, il me dit bon bah ça serait bien que tu montes quoi, parce que sinon c'est bien la relation platonique, tu vois, à distance, mais ah, vous n'étiez pas dans la même ville, hein. ouais, c'est ça. Moi, j'étais à Nice, elle était à Lyon. Et elle m'a dit, bah, ça serait bien qu'on se rencontre, tu vois. Et au début, elle m'avait pas pris au sérieux. Je lui avais dit oui, je viens. Elle m'avait dit, bah, c'est un mec du Sud, il me raconte des cracks, il va pas venir. J'arrive à Lyon, je suis devant la grande pharmacie lyonnaise et je lui dis, je suis là. Et en fait, elle s'était pas préparée, elle était encore à la maison, elle avait rien rangé. Et en fait, elle pensait que j'allais vraiment pas monter. Et sauf que j'avais vraiment envie de la rencontrer, tu vois. Puis on s'est rencontrés comme ça, et de fil en aiguille, puis on a construit notre relation. Et après, au bout de 2 ans, on est parti vivre, tu vois, à l'étranger ensemble. Et ça a été un accélérateur à particules pour la relation, quoi. C'est trop beau. Vous aviez quel âge pendant la rencontre? Moi, je l'ai rencontrée, j'avais 24 et Chloé avait 23. Elle avait 22, elle allait avoir 23, ouais. Tout jeune, tout jeune. Ouais. Ouais, j'ai une première question. J'ai vu un peu comment tu parlais sur les réseaux. Il y a une thématique. J'ai écouté que la première minute, mais tu en parlais tellement bien. Aujourd'hui, les jeunes, on va y revenir, mais on a peur de l'engagement, Ouais. on a peur du conflit, on a peur de la rupture amoureuse, de la trahison, de plein de choses. Et toi, tu as très bien parlé, je trouve, du conflit dans les relations amoureuses. Oui. Et la question, je reprends exactement ce que tu as marqué, c'est comment surmonter le conflit au sein de la relation de couple. Beaucoup en ont peur. D'autres disent, mais si je m'embrouille régulièrement en couple ou temporairement, enfin, c'est peut-être qu'il y a un problème. Ouais, c'est peut-être. Alors, ça vient toujours pointer du doigt qu'il y a sûrement un problème ou des insécurités, par exemple, qui sont projetées. Mais c'est toujours, je le dis au niveau du couple, c'est se dire, en fait, au bout d'un moment, je m'engage, mais all-in parce que j'y vais à fond si je veux que la relation marche. Et donc, je suis dans la même équipe. Donc, même s'il y a un conflit, le but, c'est pas de tirer la couette, c'est de se dire, on peut trouver des solutions à deux, mais par contre, on a besoin d'exprimer ce qui ne va pas en nous, s'il y a un désaccord. Et c'est là où c'est important de s'exprimer, de parler de ses besoins, de parler de ses limites, tu vois. Mais c'est se dire que c'est aussi une opportunité à grandir à deux, parce qu'en fait, ça fait partie de la vie de couple. C'est tout à fait normal, tu vois. Et c'est ce qui nous permet de grandir. Sinon, la relation, elle serait hyper, en fait, stable, linéaire. Elle manquerait d'intensité. Et je dis pas qu'il faut aller chercher le conflit à tout prix, mais parfois, on a besoin de ce conflit pour passer un petit peu à la step supérieure et continuer à évoluer dans cette relation. Sinon, on est vite enfermé, on continue à faire un peu les mêmes choses, tout va bien, on est des bons amis, tu vois, on est des bons amis, mais pour le coup, le couple n'a plus de polarité, il manque du désir, il n'y a plus cette alchimie, et au bout de quelques années, on finit un petit peu par s'ennuyer ou se lasser, tu vois. Donc, il faut voir le conflit. En fait, il faut développer une bonne vision du conflit. Se dire que c'est important qu'il y ait du conflit, que c'est important de ne pas l'éviter, en fait, que c'est aussi une forme de capacité à regarder à l'intérieur de soi, parce que si je suis en conflit avec l'autre, c'est qu'il y a un moment, je ne suis pas aligné peut-être à quelque chose ou à une situation qui se passe dans la relation, peut-être par rapport à un enfant qu'on a en commun, peut-être par rapport à une prise de décision pour le voyage qu'on a envie de faire ensemble. Et c'est le moyen de pouvoir parler, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, le conflit, moi, ça m'a beaucoup fait travailler parce qu'en fait, dès qu'il y avait un conflit, c'était on n'était pas compatible. Donc, on n'est pas compatible, donc en gros, on n'est pas fait pour aller ensemble. Et au bout d'un moment, tu vois, ma partenaire Chloé m'a dit, mais en fait, faut arrêter de penser comme ça parce que sinon, on n'arrivera jamais à rien construire. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura un conflit, tu vas me dire qu'on n'est pas compatible et on repart en fait dans un délire où finalement, on se remet on remet en question la relation de couple et c'est pas nous aider. Donc, c'est plutôt regarder comment finalement aujourd'hui
ce qu'on appelle nous une polarité, on peut développer une polarité dans laquelle on a chacun notre espace, on peut chacun s'exprimer, chacun nos besoins par exemple sont comblés. Moi je sais qu'en tant qu'homme, mon besoin d'utilité, mon besoin de liberté, mon besoin aussi d'être valorisé, il est hyper important. Quand il est exprimé et quand il est comblé par ma partenaire, bah, j'ai l'impression d'avoir ma place dans ma relation. Elle, quand elle se sent par exemple sécurisée, soutenue, vue, reconnue, aimée, quand elle sent que je suis aussi communicatif avec elle, que je chéris le lien, c'est pareil, tu vois, ça comble ses besoins et sans qu'elle ait sa place dans sa relation. Donc ça t'amène ce conflit à te mettre aussi à la place de l'autre, tu vois, à pas chercher à interpréter ce qu'il ressent, ce dont il a besoin, mais à lui dire explicitement, tu as besoin de quoi? C'est quoi tes attentes? Comment je pourrais peut-être les satisfaire sans être people pleaser, mais et vice-versa, tu vois, comment l'autre aussi peut combler tes attentes, combler tes besoins et faire en sorte qu'on puisse en fait grandir et évoluer ensemble. Putain, il parle trop bien, faut arrêter Je parle vite, je suis ça. Il parle désolé. bien, ouais, il Je débite, parle c'est vite. bien, ça débite. Mais ouais, si j'ai bien compris, donc la mauvaise croyance toi, que tu avais avant, c'est conflit Pas bien. est égal, ouais, on n'est pas compatible. Ouais. Et maintenant, une phrase, ça serait quoi? Conflit est égal. Opportunité à grandir, opportunité à se renouveler à travers la relation, opportunité à dire ce qui va pas. Tu sais, quand on grandit en relation, des fois, il y a des non-dits, des tabous qui se mettent en place parce qu'on a peur d'aborder certains sujets, parce que c'est peut-être trop désagréable, ou la personne en face n'a pas la solidité pour le recevoir. Et en même temps, il y a un moment, quand tu as envie de grandir et d'amener ta relation à la step plus 1, tu as besoin de parler des choses qui sont aussi désagréables. Ça fait partie du jeu. Mais comme demain, tu as une entreprise, tu as des salariés, il y a des choses qui ne te conviennent pas, tu vas devoir travailler ta désagréabilité et dire, bah là, ça ne me convient pas. C'est juste que quand tu vas le faire dans une énergie de roi qui est juste, tu vois, et qui pense à tout le monde et pas dans une énergie de tyran hyper autoritaire qui pense qu'à sa gueule, tu vois. Donc c'est important de le faire et ça, tu le développes finalement un peu de partout, quoi. Putain. Et toi, Chris, est-ce qu'il y a un conflit là qui te revient en tête, que tu as eu avec Chloé, où tu te dis, bordel, heureusement qu'il y a eu ce conflit dans ma relation, parce que c'est peut-être ça qui a sauvé la relation, ou c'est ça qui m'a apporté énormément. Ouais, il y a un conflit et c'est 4 ans en arrière, on est au Costa Rica, j'arrive, Chloé fait une retraite et à ce moment-là, je viens et je suis complètement perdu et donc je veux me séparer. Parce que ça va pas, tu vois, et je suis vraiment perdu et donc je dis à Chloé, bon bah j'ai envie qu'on se sépare en fait. Et sur le moment, bon, bah, choc émotionnel pour nous deux, même moi je suis même surpris par le fait de dire je veux qu'on se sépare. Et là je vois Chloé qui me dit mais en fait, qui me dit pas non, tu vois, qui me dit ok, mais qui me dit mais en fait je pense qu'on a vraiment des chances et une capacité à pouvoir résoudre ça et à passer au-delà de ça. C'est juste que le souci qu'on a l'impression d'avoir en ce moment de compatibilité, il n'y a pas de souci de compatibilité, c'est juste qu'on ne se comprend pas, on n'arrive pas forcément à communiquer, mais on tient, il y a vraiment de l'amour et on tient l'un à l'autre, tu vois. Et à ce moment-là, je tenais vraiment à elle et je la remercie de m'avoir rattrapé à ce moment-là. Et ça a permis de dégrossir le truc et ça a permis, tu vois, d'instaurer, on va dire, un travail à deux, mais chacun de son côté, pour que moi je puisse me retrouver, je puisse un petit peu communiquer mes besoins, parce qu'en fait j'étais venu en mode je veux me séparer, et en fait c'était plus reproche de t'es pas sensible comme j'aimerais, t'es pas vulnérable comme j'aimerais, tu me donnes pas l'amour comme j'aimerais le recevoir, donc au bout d'un moment j'ai envie de prendre la fuite. C'était plutôt ça, tu vois. Et le fait qu'il y ait ce conflit à ce moment, je lui dis exactement ce que j'ai sur le cœur, et puis donc remise en question de sa part, remise en question aussi de ma part, parce que c'est pas, ça va pas que dans un sens, tu vois. Et à partir de là, on a commencé à faire tous les deux des efforts et ça a permis de faire évoluer la relation. C'est tellement beau que Et on s'est plus jamais quand. séparés. Bah ouais, non, mais c'est incroyable, il a 9 ans. Ouais, Mais c'est tellement beau que lorsqu'un des deux doute, bah tu vois, au lieu d'avoir son ego et te dire ouais, mais tu veux que ça soit fini, pourquoi? ouais. Elle te dit non, viens, on en parle. C'est dur ça au début. Bah, c'est une forme de maturité. En fait, quand tu sais que tu as envie d'œuvrer pour la relation et que tu ne le prends pas personnellement en mode mon ego, mes insécurités, comment tu peux me faire ça? Tu sais, l'enfant blessé à l'intérieur de Ouais, toi, bah ouais. bah, tu es à même de dire ok, on pose les choses, on en parle. Là, c'est qu'il y a sûrement de l'affect, il y a de l'émotionnel et on va prendre le temps de dégrossir ça et puis on va voir ce dont chacun a besoin. C'est beau. Et là, cette prochaine question, elle paraît un peu cliché, tu vois, mais elle est tellement importante. Moi, je veux trop ta vision. Ce serait quoi le secret pour toi à l'heure actuelle, là? Le secret d'une relation qui dure? C'est marrant que tu Euh, me poses cette question. J'ai fait un programme sur le couple. On a 2 programmes avec Chloé sur le ah, couple. trop Un bien. programme couple initiatique et intimité alchimique. Euh, Il y a plein de petits secrets. Je pense que déjà, la force du couple, c'est vraiment l'intimité. C'est plus il y a un niveau d'intimité fort, plus tu connais l'autre, plus tu es aussi capable de l'aimer, de l'accepter pour qui il est. Mais l'intimité, c'est comme un jardin secret. Justement, ça demande d'être cultivé au quotidien et ça va te demander quand même une bonne communication. Et je sais que parfois, pour les hommes, c'est difficile de communiquer. Mais c'est important, tu vois, de pouvoir communiquer ses besoins, de poser ses limites avec sa partenaire. C'est important que les femmes aussi comprennent un peu le fonctionnement de communication pour un homme. Par exemple, une femme, ça peut une fois de plus être beaucoup dans le verbal. L'homme, ça peut être plus dans le non-verbal. Je vais faire une action, je vais te rendre un service, je vais avoir une étreinte vis-à-vis de toi et je vais pas forcément parler pendant longtemps. Tu vois, c'est un exemple, tu vois, très bête. Et après, tu vois, ta communication, la polarité, c'est-à-dire que dans le couple, tu peux vite avoir des jeux de pouvoir. Typiquement, si moi je me comporte comme un homme enfant, en mode je prends pas de décision, j'anticipe rien, je lui laisse un petit peu tout gérer. Elle se place comme un parent. Sauf que c'est une mauvaise polarité. Ça tue. T'as pas
Une femme par an, elle n'a pas envie de faire l'amour avec un homme qui est enfant. Elle a pas envie, il n'y a pas de désir à ce niveau, tu vois. Donc c'est comment on peut retrouver une polarité d'adulte à adulte, où chacun trouve sa place, où on peut travailler le désir, on peut avoir de l'alchimie l'un pour l'autre, tu vois. Donc il y a la polarité, il y a la communication, il y a le fait d'avoir une vision de couple. C'est se dire, on a une vision ensemble, mais tu sais, comme on fait une vision de business pour soi, peut-être à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est important d'avoir une vision dans laquelle tu t'engages et dans laquelle tu vois sur la roue de la vie, tu dis, bon, bah, en termes de loisirs, en termes de santé, en termes de bien-être, en termes de voyage, en termes d'immobilier, peut-être en termes de crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de construire pour aussi s'engager et avoir, tu vois, un sens, une direction, parce que c'est hyper important, parce que si tu vis un peu au jour le jour, au bout d'un moment, ça se rattrape un peu. Tu as besoin de pouvoir te projeter dans la relation. Et après, il y a vraiment la compréhension de l'un et l'autre. Je pense que c'est hyper important qu'un homme puisse comprendre le fonctionnement d'une femme, comprendre ses besoins, comprendre aussi ses blessures. Par exemple, aujourd'hui, on sait que les femmes, il y a beaucoup de blessures générationnelles au niveau de la sexualité. Donc, c'est parfois les hommes, on ne le voit pas, mais on peut, en fonction de la posture qu'on peut avoir, créer de la redevabilité sur les épaules d'une femme, comme si elle nous devait quelque chose, parce que ça s'est passé pendant des générations, et ça va vraiment fermer la femme, elle va plus être réceptive, tu vois. Donc plus je suis capable de comprendre ses blessures, plus je suis capable finalement d'être dans son équipe, et plus je suis capable d'avoir une bonne posture et d'avancer avec elle. Mais vice-versa, la femme aussi a besoin de comprendre les blessures de l'homme, comprendre ses besoins, comprendre son mode de fonctionnement pour opérer avec lui. Ouais, gros. Il y a beaucoup de Il y a valeurs beaucoup là. de choses. Oh là, il y a beaucoup de choses. Et j'aimerais trop rebondir sur le mot sexualité dont tu as parlé. Ouais, À un moment, on a fait une émission sur les problèmes sexuels des jeunes. ouais, Il n'y a jamais eu autant de retours ouais, ça de m'étonne jeunes qui pas. se questionnaient, qui disaient trop bien que t'en parles, oh, comment ça, t'étais précoce, comment ça, t'as pas bandé pendant 2 ans. Ouais, bien sûr. Je dis, ouais. Est-ce que toi, tu aurais, non pas un conseil, mais une petite pensée pour les jeunes qui se prennent beaucoup la tête, soit des jeunes Mhm. célibataires, soit des jeunes avec leur partenaire, Ouais. et qui se prennent tellement la tête sur leur sexualité? Il y a carrément un conseil. Tu sais quoi, moi je vais partir de mon expérience. J'ai eu pendant un moment une addiction au porno. J'ai mis beaucoup de temps avant de le reconnaître. Seulement à 30 ans, 31 ans, où je me suis réveillé un matin. C'était après une session de plantes médicinales. Et en fait, j'avais travaillé sur ça pendant toute la nuit. Et là, je me dis, mais en fait, ouais, en fait, je consomme du porno à outrance. Et c'est tellement normalisé, tellement standardisé pour les hommes qu'en fait, tu te dis pas, je suis addict ou tout ça. Mais ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que cette énergie-là, je la projetais beaucoup dans mon couple. Que ça mettait de la pression, que ça mettait aussi des attentes, que ça me mettait des fois dans une posture un peu libidineuse ou une posture qui a envie de prendre, tu vois, Ouais. qui respecte pas forcément les besoins de sa partenaire. Et il y a ce moment où, en plus, j'ai vu que ça jouait sur la sensibilité, sur le fait de chercher toujours plus. Donc, des fois, tu te sens un peu impuissant, des fois, tu éjacules rapidement, donc tu es complètement perdu avec ta sexualité et tu perds tes repères. Donc, je pense que c'est aujourd'hui, pour cette génération qui est beaucoup plus connectée, on va dire, qui a accès aussi à beaucoup plus de choses, c'est faire attention à ça, prendre du recul avec ça. Et en même temps, c'est ne pas être dur avec soi parce que les hommes, on peut vite se mettre beaucoup de pression. Et notamment avec la sexualité. Est-ce que je suis un bon coup? Est-ce que c'est assez? Est-ce que ça lui a fait plaisir? Les femmes aussi, hein, au passage. Oh là Et là. cette pression, en fait, tu vois, ça vient jouer sur le système nerveux. Ça crée un système nerveux sympathique qui fait que tu es en mode fuite ou combat. Et il y a ce moment, en fait, ben, tu perds un peu tes moyens. Tu n'es plus vraiment à l'intérieur de toi. Tu n'es plus dans tes ressentis. Et tu es complètement déconnecté de l'acte, de ce que tu ressens. Donc, des fois, tu vas pas arriver à éjaculer. Des fois, tu vas éjaculer super vite. Et tu vas perdre confiance en toi et en ton appareil génital, tu vois. Donc, j'aurais tendance à dire, ça peut être bon de remettre de la conscience sur soi, sur son appareil génital, sur sa consommation en pornographie et surtout en fait remettre de l'intensité dans sa relation de couple, surtout quand on sent qu'on est en train de dériver, qu'on est en train de regarder un petit peu ailleurs, quand je dis regarder ailleurs, qu'on est en train de, par exemple de consommer du porno et qu'en même temps on sent qu'il y a une perte d'intimité, une perte de désir dans sa relation de couple. Et tu vois, je te parle de ça parce que récemment j'ai eu un jeune sur Instagram qui m'a écrit, qui a 23 ans et qui m'a dit Chris, je consomme, là j'ai arrêté le porno, j'en ai consommé pendant longtemps, mais je sens que tu vois, je perds en désir pour ma partenaire, ça me fait super peur parce que je l'aime, tu vois. Et comment en fait je peux travailler cet aspect. Donc je vois que c'est une problématique qui revient beaucoup, et notamment pour les jeunes. Et si ça peut rassurer pour les mecs qui ont 35, 40, 50 ans, 60 ans, c'est encore très présent. C'est dingue, ouais, c'est ouf. Et moi, je te rejoins totalement parce que là, je suis à Bali depuis 2 mois et demi, tu vois. Et le porno ici est pas trop accessible, faut mettre un Ouais, VPN compagnie. ouais, Moi, je dis, j'en mets pas. Je vois ce que ça fait 2 mois et demi sans porno. ouais, Je regarde du porno comme tout le monde. bien sûr. Et gros, ça joue tellement, même dans le mode de pensée. Je vais pas développer maintenant, mais ça joue Oui, énormément. ça joue beaucoup. 2 petits mois, ça joue. Ouais, il y a un truc que je développe beaucoup, je le ferai pas là parce que ça serait trop long, c'est la transmutation sexuelle, c'est comment tu canalises ton énergie sexuelle et tu la redéverses dans quelque chose, dans tes projets sportifs, dans tes projets business, parce que quand tu deviens addict au porno, tu consommes énormément, à chaque fois que tu éjacules, tu as une libération de prolactine, donc ça te met un peu en mode somnolence, un petit peu veille, tu te sens vraiment fatigué, et en fait après tu continues, puis au bout d'un moment, en fait, tu passes à côté de plein de choses, tu passes à côté de ton énergie, et tu as du mal à te mettre en action, en fait, tu vois. Et moi j'ai eu ce syndrome de pendant, je sais pas, de 20 ans jusqu'à 25 ans où j'étais beaucoup trop dedans. Je compensais à quelque chose. Il y avait une vidange volontaire, tu vois. Et je me voyais en mode lazy, tu vois, en mode fatigué, en mode un peu déprimé. Et ça, tu vois, en termes de santé mentale, ça a énormément joué. Ouais, mais putain,
On va pas creuser dans le porno, même si c'est trop intéressant. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. On a parlé de santé mentale, Ouais. on a parlé d'amour. On va combiner les deux. C'est quoi pour toi le lien entre la santé mentale et les relations amoureuses? C'est une bonne question. C'est la première fois qu'on me la pose. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Il y a toujours un lien forcément, parce que moi je le vois quand tu es bien dans ta relation amoureuse, quand tu es bien aligné avec la personne que tu aimes, quand tu communiques via tes langages de l'amour, que tu reçois aussi via ces langages de l'amour, en fait c'est comme un tremplin. Ça t'apporte une stabilité, ça t'apporte un amour qui fait que tu te sens nourri. Et quand tu te sens nourri, tu es plus facilement aligné, c'est plus facile de prendre des décisions, d'être en énergie, d'avoir des pensées créatives. Alors que plus c'est de la tempête dans ton couple et qu'il n'y a que le conflit et que tu essaies de le fuir, et plus tu te penses, tu te remets en question, tu te penses pas compatible, plus tu en veux à l'autre, il y a de la rancœur parce qu'il y a eu un problème ou une trahison, une infidélité, et plus bien sûr bah, le bateau chavire et mentalement c'est difficile en fait, de garder le cap en fait, parce que mentalement tu es absorbé par ces problèmes qui te rongent au niveau de ton couple et parfois tes insécurités qui reviennent à la surface parce que ton couple vient pointer, c'est dans l'intimité que tu travailles beaucoup tes insécurités, vient pointer ça. Et en termes de santé mentale, tu vois, moi je fais pas mal d'accompagnement business pour les entrepreneurs, et ce que je remarque c'est que souvent les problèmes du couple se déportent dans la relation, dans l'entrepreneuriat. Et on dit souvent en entrepreneuriat, en fait, tu n'as pas vraiment de problème, tu trouves toujours des solutions, c'est plus ces problèmes perso que tu ramènes à l'intérieur, tu vois. Et quand tu as un problème de couple qui dure depuis 3 4 mois, parce que c'est vraiment la merde, ça vient de bouffer. Et comment tu peux avoir une top physiologie, un top mental dans ton business, comment tu peux être productif, comment tu peux être concentré, comment tu peux mettre les watts quand tu es complètement bouffé à côté parce que dans ta relation, ça va pas. Ça a un impact direct en fait, sur la ouais. Complet, Santé mentale, amour et entrepreneuriat, ouais, ça a un impact énorme. complet, ouais. Complet. Toi, tu penses que au niveau de ton business aujourd'hui, il serait totalement différent, carrément peut-être même pas dans le même domaine, si tu n'avais jamais rencontré ta partenaire actuelle? Certainement, ouais, certainement. Parce qu'elle, en plus, elle a une fibre très entrepreneuriale. Elle s'est lancée avant moi. Il y a eu cette période où j'étais en mode admiration. Ça m'a inspiré à me lancer. Puis il y a cette période où ça marche un peu moins pour moi. Et je suis plus en mode jalousie, donc ça me fait travailler, tu vois. Et en même temps, j'avais besoin de passer par là. Et puis il y a cette période où, en fait, je vois que finalement, j'ai aussi ce que j'ai apporté à ma façon, tout en restant moi. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a fait en fait mûrir de ouf dans le business, tu vois. Mais à la fois dans la relation de couple. Et c'est là où je remercie ma relation de couple parce que comme on a eu le voyage, on a eu le passage du salariat à l'entrepreneuriat, on a eu bah, tous ces différents conflits, c'est ce qui nous a fait grandir en fait. Mais c'est ce qui fait que quand on regarde en arrière, au-delà de l'amour, on voit tout ce qu'on a pu construire et fortifier ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on est un super couple, on est très fort ensemble. C'est toujours toi qui gères la comptabilité des deux côtés? Un petit peu. Alors Euh, on a délégué, on a pris des comptables depuis parce que Ok. il y a un moment où tu sais, tu te focalises sur là où tu apportes le plus de valeur volontairement. Mais c'est vrai qu'à son lancement, c'est moi qui crée sa société, c'est moi qui crée la mienne, c'est moi qui faisais les papiers, tu vois. C'est Donc carré. on utilise un petit peu ses forces de départ, quoi. C'est parfait. Il nous reste 10 dernières minutes. Ouais. Il y a un petit exercice que j'ai mis en place. Ok, Parce que souvent, quand on a des beaux invités comme toi, il y a trop je de te questions à remercie. poser. Et je me suis dit, bon, je peux pas poser toutes les questions, mais je peux les synchroniser. J'ai préparé une petite dizaine de questions. Ok, Ça va être très dur parce que tu es comme moi, tu aimes bien développer. Là, je te demande de répondre juste par une phrase ou un mot. succinct, ok. On est bon? C'est quoi l'événement de ta vie qui t'a le plus changé Je dirais que c'est ma relation de couple, honnêtement. à l'heure actuelle? Sur combien d'amis tu peux réellement compter? 3 4. Cite-moi une grande peur que tu as réussi à surmonter au cours de ta vie. Le manque d'argent, les anxiétés liées à l'argent. Qu'est-ce que tu ferais vraiment niveau pro si tu ne pouvais pas échouer? Je développerai des cercles d'hommes partout sur Terre. Est-ce que tu as peur du temps qui passe? Non, bizarrement non. Non. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune comme moi qui a beaucoup de peur du temps qui passe? J'allais dire, alors pour les femmes mais comme pour les hommes, on se bonifie avec l'âge, mais comme le vin en fait. Donc c'est que meilleur après. Ok. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Tu vois, je pense, c'est d'avoir vraiment lancé des espaces pour les hommes pour qu'ils puissent libérer ce qu'ils ont à libérer et qu'ils puissent venir travailler sur eux. Ok. Si on allumait une télé là en face de toi qui avait le film de toute ta vie, là, de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, on voit pas le futur. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même? Tu vois, je pensais que ça allait être une autre question. Ouais. C'est quoi ton film préféré? J'allais dire Ah, Le Dernier Samouraï, mais c'est pas ça du on tout. s'en fout. Et pour le coup, je vais partir de ça. Je dirais c'est vraiment cette capacité à être vraiment intègre avec soi. Et c'est difficile. Quand tu as des valeurs, tu as des choses qui sont importantes pour toi, mais quand tu fais preuve d'intégrité, ça te mettra toujours au bon endroit. C'est quoi la chose que tu n'as pas encore faite et que tu veux absolument faire avant ta mort? Ça, c'est une bonne question.
Non, tu peux pas développer, donc le truc. Un rassemblement avec 500 mecs sur une montagne qui gueulent, qui envoient. Les jeux des vidéos en ligne, ça a l'air de péter. Ouais. Oh là 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 là. On enchaîne avec les dernières questions. Attention, il faut répondre au tac au tac. Faut-il pardonner la trahison amicale? Je dirais oui. Faut-il pardonner la tromperie amoureuse? Je dirais oui. C'est quoi un des meilleurs conseils que tu aies reçus au cours de ta vie? Conseil très bête, mais c'est apprends à ne pas te surestimer, mais ne te sous-estime pas, car tu es capable de faire beaucoup de choses. C'est juste qu'il te faudra du temps et de l'énergie. Donc te surestime pas, mais ne te sous-estime pas non plus. Tu es capable de beaucoup. Et la dernière question, je sens que tu peux répondre au tac au tac ou 20 minutes après. Si on rallume l'écran là, avec le film de ta vie, Ouais. de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ça serait quoi le titre du film? Faites un titre. C'est ce qui est venu tout de suite. L'homme au service des hommes. L'homme au service des hommes. Yeah, magnifique. Je te remercie, Joe. On arrive aux 5 dernières minutes. Moi, je laisse toujours la parole à la fin. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais passer, court ou long, Ouais. sur n'importe quelle thématique? Avec plaisir. Un message pour les hommes, pour le coup, et ça pourra aussi servir pour les femmes. Souvent, les hommes, on est frappé un peu d'isolement. Au bout d'un moment, quand on grandit, qu'on avance, on peut se retrouver un petit peu replié sur nous. On n'a pas forcément toujours 10 ou 20 potes autour de nous. Et on est tous amenés en fait par la vie, mais comme dans la relation de couple, à vivre des moments qui peuvent être difficiles, qui peuvent nous challenger. Et parfois, on a tendance à intérioriser ça à l'intérieur de nous, parce qu'on ne nous a pas forcément expliqué comment l'exprimer, ou par exemple, à la maison, on n'a pas eu la figure qui nous montrait un petit peu comment faire. Et je pense que c'est bon de ne pas rester seul dans ces moments. C'est bon d'avoir cette capacité à oser dire quand ça va pas, de l'exprimer, même si c'est avec un ami, même si c'est avec un parent. C'est bon d'aller chercher une épaule en fait. Et en tant qu'homme, on a tous le droit d'être vulnérable. Ça nous rend pas plus faibles, ça nous rend pas mauvais, ça nous rend pas fillette ou femmelette, ce genre de choses. Au contraire, la vulnérabilité, c'est une composante de la beauté de l'homme. Et quand on arrive à être cet homme qui est à la fois vulnérable et fort, on est dans ce masculin conscient, sacré et inspirant. Ah, c'est un beau message pour conclure. Je te S'il y a des remercie, jeunes adultes, mecs, femmes, peu importe, qui ont kiffé ce que tu représentes et le message que tu passes, ils peuvent te retrouver où? Sur alors le podcast, l'éveil du masculin, tout Ouais. simplement, et sur Instagram principalement sur Chris _Odd. Ok, je vais tout mettre, mon gars. Je te Un grand remercie. merci de ta venue. Merci Joe, c'est Les cool. gars, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Tu likes, tu t'abonnes, tu vas tout voir en description. Prends soin de toi.